Tout a commencé il y a 3 milliards d'années. La vie s'est déployée, mystérieuse et d'abord minuscule. De cette pulsion de vie sont nés les végétaux, les animaux, dont les êtres humains que nous sommes, il y a quelques millions d'années à peine. Naturellement prédateurs et curieux, nous avons observé, dompté, conquis ce qui nous entourait. Mais tout un monde continuait de nous échapper. Un monde à l'origine même de la biodiversité. Au fil des millénaires, il nous a même fait peur. Synonyme de maladie, de saleté, il semblait dangereux, voire mortel. Parce que nous ne le connaissions pas. Pourtant, il était là, sous nos yeux, autonome, vivant, se démultipliant dans chaque interstice de nos corps, de nos villes, de nos campagnes, de l'air que nous respirons. Nos inventions pour le contrôler, le détruire, l'assainir, n'ont rien donné. Elles ont fait des dégâts, mais le monde du microbe, de la bactérie, est bien plus fort. C'est une force vitale, sans laquelle nous ne serions rien. Aujourd'hui, nous découvrons que cette force peut devenir une alliée de taille pour notre propre survie. Dans les années qui viennent, les microbes pourraient révolutionner nos modes de production, notre santé, nos énergies, notre relation au monde vivant. L'aventure du microbe ne se passe plus dans la seule intimité des laboratoires. Elle s'annonce bien plus vaste, plus innovante, curieusement, bien plus proche de nous. C'est l'invention du microscope qui nous a permis d'aller à la rencontre de cette biodiversité invisible à l'œil nu. Galilée, homme visionnaire, s'en était fabriqué un vers 1609, mais c'est au XVIIIe siècle que les scientifiques ont véritablement sondé l'infiniment petit. Pour la première fois, ils s'approchaient d'un monde éminemment vivace, mais totalement énigmatique. Depuis, ils en savent un peu plus. Pour Marc-André Sellos, biologiste au Muséum d'histoire naturelle, ce monde de l'invisible n'est plus si mystérieux que cela. Il est même plein de promesses. Nous sommes ici à la ménagerie du Muséum à Paris. Et ce zoo nous renvoie à une vision de la biodiversité qui est constituée d'animaux et de plantes. C'est faux! C'est faux! La biodiversité, c'est avant tout des microbes. Ces organismes, ce sont des champignons faits de filaments microscopiques qui vivent dans le sol ou dans les plantes. Ce sont des bactéries qui sont 10 fois plus petites que les champignons et encore moins visibles. Je vous passe les virus. En fait, ces organismes-là sont partout et ils forment ce qu'on appelle les microbes, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ces microbes, si nous les connaissons un peu négativement parce que ce que nous connaissons d'eux, c'est les maladies qu'ils nous imposent, il ne faut pas oublier qu'ils sont partout dans l'environnement et dans les organismes pour le meilleur également. Ces plantes ou ces animaux ne vivraient pas sans microbes qui les habitent et qui constituent ce qu'on appelle leur microbiote. Sous nos pieds, des réseaux imperceptibles connectent des milliards et des milliards de bactéries entre elles. Elles forment un monde qui vibre autour de nous à chaque instant. Il semblerait que les virus soient encore plus nombreux. Tout ce petit monde était là bien avant l'apparition de notre espèce. Il a survécu aux ères glaciaires, aux grandes extinctions, aux éruptions volcaniques, tellement résistant qu'il nous survivra sans aucun doute. Alors la plante est vraiment l'exemple de cette omniprésence du microbe. Tiens, par exemple, ce qui est vert, ce qui fait la photosynthèse dans les cellules de la plante, ce sont des bactéries qui habitent là. Mais c'est pas tout. On compte qu'un gramme de feuille abrite 100 millions de bactéries. On compte que dans la feuille que je tiens à la main, il y a entre 10 et 100 espèces de champignons. Et ils ont un rôle très important pour protéger cette feuille contre des agressions, contre d'autres microbes pathogènes. Ou bien ils la rendent incomestible pour des insectes qui voudraient s'y attaquer.
L'histoire de la plante et de ses microbes commence sous la terre. Au moment où ses racines plongent dans un sol plein de champignons bienfaisants, qui lui permettent de se nourrir et de se développer. Sans champignons, pas de vie végétale. On a tout un tas d'organismes qui font ce sol, qui sont en train de décomposer la matière organique, en train d'attaquer les petits morceaux de roche pour en libérer des minéraux qui vont contribuer à la fertilité du sol. Jusqu'à l'odeur de terre due à certaines bactéries qu'on appelle les actinobactéries. Cette odeur de terre, elle témoigne de leur présence. Aujourd'hui, un certain nombre de pratiques ne sont pas compatibles avec la vie du sol. Le labour déchire les filaments des champignons. L'utilisation de glyphosate, par exemple, ou d'autres pesticides, peut être toxique pour un certain nombre de bactéries du sol. En d'autres termes, aujourd'hui, il faut penser microbien pour gérer différemment les sols demain. Penser microbien, c'est changer le modèle, tordre le cou aux idées reçues. Ne plus avoir peur des microbes, mais s'associer à eux. Quand on regarde autour de nous, on semble encore bien loin du compte. De chasseur-cueilleur, l'homme est devenu agriculteur. Il a pris le contrôle de la production de sa nourriture, exigeant toujours plus de la terre. Ce faisant, il a tué sa richesse bactérienne. Plus de la moitié des sols de la planète sont aujourd'hui pollués par les pesticides, asséchés par la chimie et des labours profonds. Et puisqu'il faut entre 100 et 1000 ans pour qu'une terre retrouve sa fertilité, comment allons-nous pourvoir aux besoins alimentaires de 8 milliards d'êtres humains ? Alors que les menaces gagnent du terrain sur le vivant, le monde microscopique pourrait-il nous aider à recréer de la vie perdue ? Le besoin auquel on répond, c'est en fait de trouver des alternatives aux intrants de synthèse, à toutes ces pratiques qui ont fait qu'on arrive aujourd'hui sur des sols qui sont très appauvris, qui se dégradent d'année en année. Notre lien avec les micro-organismes, il se fait avec la production de litière forestière fermentée. Le principe de cette technique, c'est de récupérer de la litière dans des forêts préservées pour ensuite ensemencer des sols agricoles qui, eux, manquent de diversité microbienne. On va aller par là. Ouais, on va monter dans les éboulis. Ok. Bah là, du coup, on est au pied d'un arbre, il y a pas mal d'amont, et puis quand on va commencer à gratter, voilà, on va trouver des amas de feuilles qui sont beaucoup plus clairs, qui sont pleins de mycélium là, en développement, qui sont en décomposition. Et donc c'est vraiment ça qu'on va aller rechercher. Donc, ça c'est très très riche, c'est en train de travailler. On sent une odeur très agréable et c'est ce qui va être notre inoculum. Une fois qu'on a sélectionné, ramassé, bah derrière on va venir recouvrir de nouveau. Le but c'est de préserver aussi l'environnement de la forêt parce que les micro-organismes ils vivent à l'abri de la lumière et surtout dans un endroit très humide, c'est là où ils se développent le mieux. L'idée c'est de les remettre dans les conditions pour qu'ils puissent finir de digérer toute cette matière organique. Ici, on récupère le microbiote des sols de forêt. C'est un microbiote sain qui fonctionne bien. Les solutions qu'on prépare derrière, elles vont permettre d'enrichir le microbiote des sols qui sont très appauvris, qui se dégradent d'année en année. L'intérêt, c'est aussi qu'il y a une dimension très locale. L'idée, c'est de pouvoir les réutiliser dans les champs qu'il y a dans la région. Tout le but, c'est de mettre au point des techniques, de diffuser des procédés qui permettent d'avoir une agriculture plus durable et plus résiliente. Alors on va commencer la première partie de la fermentation. On va garder vraiment que les feuilles en décomposition.
Donc on va installer maintenant toute la nourriture pour que les micro-organismes puissent se développer. Le premier ingrédient, c'est du son de blé. Il est issu de farine bio. Ce son, c'est une source de fibres pour les micro-organismes. Et puis ensuite, on va rajouter dans la préparation de la mélasse de canne à sucre. C'est une source de sucre aussi pour la nutrition des micro-organismes et pour leur développement. À ça, on va rajouter du lactosérum, c'est-à-dire du petit lait. Et puis enfin, on va rajouter un petit peu d'eau. Et maintenant, on va brasser ce mélange-là. C'est la première étape de fermentation, qu'on appelle la phase solide, qui va nous permettre de développer les micro-organismes. Maintenant, on va fermer le fermenteur et on va placer dessus un petit système qui permet d'évacuer les gaz issus de la fermentation sans que l'oxygène extérieur puisse rentrer à l'intérieur. Enfin, dernière étape, on va installer les fermenteurs dans les cuves à entre 25 et 30 degrés pendant 1 mois pour laisser le temps aux micro-organismes de se développer correctement. Ça, c'est le produit issu de la première phase. Et donc cette partie-là, on va la remettre dans une cuve avec de la mélasse, du petit lait et aussi des résidus solides issus des fermentations précédentes. D'ici 7 jours, une fois que la fermentation sera terminée, on va prélever le produit, le filtrer, pour obtenir le produit final, qui est celui qu'on finit par commercialiser pour les agriculteurs. Donc cette solution-là, on va ensuite la diluer en pulvérisation à des dosages entre 2 et 10% suivant l'utilisation voulue. Biodynamie, permaculture, agroécologie. La magie de la fermentation multiplie les vertus de l'humus de nos forêts pour redonner de l'énergie à la terre dénutrie de nos champs agricoles et de nos potagers. Il fallait y penser. Par ce procédé, les bactéries sont nos alliés. Elles font un travail précieux nous promettant des sols fertiles et odorants. Alors là, je mets un peu de litière sauvage que je vais mettre sur mes plants de vigne, mes jeunes plants que j'ai plantés il y a 3 ans. Ça leur donne un petit coup de boost. Alors on va y faire au pulvérisateur à dos en cuivre parce que ça met aucun goût et ça n'a aucun effet. Le plastique, il y a souvent des effets pas terribles. Pour les petites surfaces, je fais avec le pulvé à dos. Les grandes surfaces, on fait avec le pulvérisateur fait maison qu'on a amélioré et qu'on a transformé. Vous voyez, on a eu un cep de mort, on l'a remplacé. Ça permet de les booster quand on plante. Et puis après, je fais ça pendant 2 ou 3 ans. J'en mets pas beaucoup sur chaque plant. Ça améliore l'enracinement, c'est ce qu'on a remarqué sur une parcelle où on en a beaucoup. Et du coup, on y trouve notre compte. On essaye de favoriser la vie sous le sol, d'avoir un enracinement bien particulier et bien long. Et ça nous permet surtout des années comme ça où il fait de plus en plus chaud, de pouvoir combattre un petit peu la sécheresse par rapport à d'autres modes de culture. Donc c'est énormément d'observation et j'attache une attention particulière au sol parce que c'est ça qui nous sauvera dans les années à venir, je pense. Se concentrer sur les sols pour commencer à réparer ce que nous avons détruit. Remettre du sauvage là où nous avons tout domestiqué. Ce serait une partie de la solution. Mais que faire quand la pollution des terrains est telle que rien ne semble vouloir y pousser ? Comment remettre le végétal sur l'un des 9500 sites français contaminés par l'exploitation industrielle ?
En travaillant à hauteur des microbes, toujours dans le sous-sol des choses visibles, nous pourrions peut-être défier cette asphyxie. La diversité des espèces et des modes de vie des microbes du sol leur permettent d'être en mesure de dégrader un grand nombre de composés. Et même si aujourd'hui les plastiques et autres hydrocarbures que l'on peut trouver dans les sols ne sont pas toujours dégradés, on peut espérer que demain, on aura les outils pour les dégrader. Et d'ailleurs, même dans un sol pollué par des métaux lourds ou des hydrocarbures, il y a encore des microbes qui sont présents, il y a encore une vie microbienne qui est capable d'entretenir la fertilité du sol et la production de plantes qui permet à ces sols d'abriter des végétaux. Pour aller encore plus loin, une poignée d'entreprises innovantes misent sur les microbes pour revitaliser des territoires à grande échelle. En transformant le sale, le déchet, l'indésirable, le microbe a des pouvoirs encore inexplorés. Il ne s'agit plus seulement de permaculture ou de biodynamie. Ici, la bactérie devient une sorte de super recycleuse. Les sols qu'on traite sont considérés comme des déchets en entrant. Donc on va utiliser les bactéries présentes naturellement dans le sol pour venir biodégrader ces polluants. À l'état naturel, à un sol, il va y avoir des bactéries mais qui vont se développer très lentement. On va avoir une action de structuration des sols qui va passer par un travail mécanique pour que le process se développe beaucoup plus rapidement. Donc il va prendre quelques semaines versus 10 ou centaines d'années. Nous, on est des éleveurs de bactéries, effectivement. On va venir les développer dans le sol. En travaillant le sol, en l'oxygénant. Quand on a tous ces paramètres-là, on ajoute aussi des nutriments type compost pour venir activer les bactéries qui sont présentes dans le sol. On utilise peu d'énergie pour venir dépolluer ces sols. On n'utilise qu'un aspirateur, entre guillemets, d'air, et après une action mécanique, mais qui reste résiduelle par rapport à la quantité de sol qu'on traite. Alors avec les bactéries, on peut traiter tous les hydrocarbures et dérivés. Ça va fonctionner sur tout type de sol. Par contre, le biotraitement a quand même des limites sur des choses très polluées. Il y a des pourcentages de biodégradation qui sont très bons, mais sur des concentrations très élevées, il y a quand même une limite comme toute technique. On ne traite pas les métaux, donc il peut rester de la pollution résiduelle, mais qui est due finalement aux pollutions inhérentes dans le sol. Sur les nouveaux types de polluants, il y a des recherches qui sont en cours pour voir si on peut le faire par biotraitement. Aujourd'hui, ce n'est pas abouti, mais on est au tout début. On est en cours de réalisation d'essais. Des bactéries qui biodégradent les sols, c'est connu depuis le début des années 80. On était au début les seuls à le faire. Donc il y a d'autres personnes concurrentes qui faisaient d'autres typologies de déchets, mais qui se mettent aussi dans ce secteur d'activité aujourd'hui. On manque de plus en plus de terres arables, de terres disponibles. Je pense qu'on a une action plus que positive sur la nature et particulièrement sur les sols, dans ce qui nous concerne. Ça fait plus de 20 ans et j'en tire toujours autant de bénéfices personnels. C'est hyper gratifiant. Voilà. On se dit qu'on fait quelque chose pour la nature. Des bactéries pour enrichir la terre, des bactéries pour nettoyer les sols. Mais elles n'ont pas fini de nous étonner et de nous rendre service. Comme la nature en est pleine, on les trouve aussi dans l'eau. Dans l'eau douce, l'eau salée, l'eau glacée, absolument partout. Il faut penser que dans une cuillère à café d'eau océanique, par exemple, il y a entre 10 000 et plusieurs millions de cellules microbiennes. Cette présence, d'ailleurs, fait que certaines zones ne sont pas consommables, mais d'un autre côté, nous l'avons utilisée, cette présence, pour nettoyer l'eau. Dans beaucoup de stations d'épuration, ce sont les microbes de l'eau qui servent à épurer nos eaux usées. Avec nos douches, nos machines à laver, nos industries, nous générons des millions de mètres cubes d'eau usée. Si nous avons su développer des techniques pour les assainir, puis les réutiliser, c'est en grande partie grâce aux microbes. Alors, on est dans un environnement qui est entouré de bactéries. On est à la station d'épuration de la Ficine de la métropole de Lyon, qui a la capacité de traiter à peu près 90 000 mètres cubes d'eau usée par jour. Cette eau usée arrive à la station d'épuration chargée de déchets, de matière organique. Toute cette matière est éliminée dans des stations
dans des grands bassins qui contiennent des bactéries. C'est de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, que nous avons découvert le pouvoir purifiant des bactéries sur les eaux polluées. Nous étions en 1914. On est loin d'imaginer à quel point cela a changé nos vies. Un siècle plus tard, non seulement les stations d'épuration assurent la salubrité et la potabilité de notre eau, mais elles sont d'immenses laboratoires d'études. Elles ont permis de nouvelles découvertes. Ainsi, dans nos eaux sales, certains microbes fabriqueraient de l'électricité. Certaines souches bactériennes vont s'alimenter de la matière organique en lui arrachant des électrons. On s'est intéressé à la possibilité de récupérer ces électrons pour produire de l'énergie électrique directement à partir de la matière organique qui est présente dans les eaux usées et les bactéries qui sont également présentes dans les eaux usées. Ce qui permet de capter ces électrons, c'est une sorte de déviation des électrons qu'on va pouvoir obtenir avec des électrodes. Toutes les piles fonctionnent selon ce principe-là. On arrive à récupérer ce mouvement d'électrons, ce courant qui peut être exploité dans la production d'énergie électrique. Ça, c'est les eaux brutes qu'on a récupérées de la station d'épuration ce matin. Donc on va utiliser ces eaux brutes pour lancer une biopile. On va remplir la biopile avec les eaux brutes et dans la biopile, on va immerger un matériau conducteur. Donc ce matériau conducteur va être au contact des bactéries de la matière organique qui est présente dans les eaux usées. Les bactéries vont coloniser spontanément ce matériau, vont former une sorte de biofilm tel que ce qu'on voit ici à l'écran. Et ça va prendre 2 semaines pour développer complètement le biofilm et arriver à maturation. Le biofilm va commencer à oxyder la matière organique et transférer les électrons à travers le circuit électrique externe. Dans le traitement biologique classiquement utilisé dans les stations d'épuration, on est obligé d'aérer les bassins de traitement pour apporter l'oxygène nécessaire à la respiration des bactéries. Ce procédé d'aération est très énergivore. En utilisant des biopiles dans la production d'énergie électrique, on va forcément réduire les coûts en énergie, les coûts de traitement, afin de réduire l'impact écologique des procédés de traitement des eaux usées. Donc là, vous avez une architecture classique d'une biopile, mais dès qu'il s'agit de transférer cette technologie à une plus grande échelle, dans des stations d'épuration par exemple pour le traitement, il faut passer à une architecture de réacteur. Alors à l'intérieur de ce réacteur, qui est rempli d'eau usée, il y a des électrodes, des matériaux conducteurs qui permettent d'alimenter en électricité ce petit moteur électrique. Par contre, c'est le coût de ces matériaux qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile de transférer cette technologie à plus grande échelle. Et c'est pourquoi on travaille sur l'utilisation d'autres matériaux moins coûteux, notamment le biochar, qui résulte de la pyrolyse de ce morceau de bois. C'est-à-dire qu'on peut imaginer dans le futur, avec des copeaux de bois, des eaux usées, produire directement de l'énergie électrique. À l'étudier de plus près, le biochar a les qualités d'un aimant. Un aimant à bactéries, une éponge à microbes. Matériau vertueux, il permet de valoriser des déchets forestiers ou agricoles. Et s'il servait aussi à refertiliser les sols? Alors, on ne pourrait plus s'en passer. Ce serait une aubaine pour les agriculteurs qui ont envie de changer leurs pratiques. C'est donc ça l'engin alors? Ouais, ça c'est un four à biochar à ciel ouvert, Ouais. qui a été développé par un institut suisse, l'Institut Ithaca. Au début, il y a une combustion qui s'opère dans le fond du four. Au fur et à mesure, on rajoute de la biomasse. Ouais.
Donc là, on met des écorces pour lancer le feu, mais dans le fond du four, il y a un phénomène de pyrolyse qui va se créer. En fait, une combustion sans oxygène. Sans oxygène. Et donc, on va avoir le biochar, donc le charbon qui va se créer. Et à la fin, on aura l'équivalent du cône en biochar. L'intérêt du biochar, c'est déjà de contribuer à améliorer la porosité du sol parce que c'est un matériel qui est très poreux. Ça améliore la rétention en eau du sol et ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique, donc en fait les échanges d'ions dans le sol. En fait, c'est un milieu qui est très favorable du fait de sa porosité à l'installation des micro-organismes. Ça, tu vois, c'est ce qu'on va obtenir à la fin. Ouais. Le but, c'est d'avoir une texture bien plus fine, donc en le broyant. Donc en fait, c'est du charbon, hein, ni plus ni moins. Le but, c'est de le charger avant avec une solution riche en micro-organismes ou avec du fumier ou avec du lisier, enfin, histoire qu'il soit déjà chargé en eau et en nutriments pour pas pomper ce qu'il y a déjà dans le sol. On pourrait les pendre en même temps que le compost. Ouais, en fait, l'idéal, c'est de le mélanger à du compost, par exemple. Qu'est-ce qui irait le mieux comme essence d'arbre ou comme nous les cèpes morts, est-ce que ça irait? Tout ce qui est voilà, déjà riche en carbone, c'est parfait, quoi. Ah bah carrément. Bah oui, parce que bon, au lieu de les faire juste brûler, autant s'en resservir. Bon bah c'est à réfléchir. Je boirai tant de vin. Quand on m'enterrera, son parfum dans le sol encore s'imprégnera. Et si quelque buveur vient marcher sur ma tombe, il s'en enivrera. Ainsi parlait Omar Khayyam, poète perse, au XIIe siècle. C'était un grand amateur de vin, cette boisson fermentée venue de Mésopotamie, mais aussi du Caucase. Certaines traces d'aliments fermentés remontent bien plus loin encore dans notre histoire. Ce serait un procédé qui aurait plus de 10 000 ans. Et qui dit fermentation, dit vie microbienne. Le café, les olives plongées dans la saumure, les levures de pain, les fromages, jusqu'au yaourt que nous donnons à nos enfants. Ces fermentations jouent plusieurs rôles. Elles aident à prédigérer l'aliment ou à le détoxifier. Il faut bien comprendre que certains aliments sont ou étaient toxiques. Autrefois, nos ancêtres ne digéraient pas le lactose et sans faire de fromage, ils étaient incapables d'avoir accès au lait. Ça a changé parce que maintenant on digère le lactose. De même d'ailleurs sur le pain, il y avait des phytates dans les céréales d'autrefois qui étaient complètement inconsommables et qui sont détruits par le levain. Non seulement il détoxifie, mais en plus il protège contre les microbes indésirables. En fait, culturellement, nous avons convoqué des microbes pour améliorer nos aliments de façon différente d'une population à l'autre, mais dans toutes les populations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que notre évolution culturelle, eh bien, elle a retrouvé des traits de notre évolution biologique. Car aider à digérer, protéger, détoxifier, faire des vitamines, ce sont les fonctions des microbes de notre microbiote intestinal. Rien moins que ça. Hier, on l'appelait la flore intestinale. C'est devenu le microbiote. Un terme plus scientifique, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Une sorte d'élevage de microbes qui tisse à l'intérieur de notre organisme un maillage vital. Tout au long de notre tube digestif, ils assurent le bon équilibre. Savent éliminer, recycler ce qui est bon et ce qui l'est moins pour notre santé. Se laver les dents, c'est s'occuper de son microbiote. Ces microbiotes, d'abord, ils nous protègent des microbes indésirables, mais il y a plus. Les molécules qu'ils émettent, elles nous aident à nous développer lorsque nous sommes jeunes et elles régulent notre système immunitaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des pratiques d'hygiène trop poussées, je pense par exemple à des antibiothérapies, au fait qu'on mange des produits qui contiennent des conservateurs, des émulsifiants ou des colorants qui ne sont pas bons pour les espèces du microbiote. Tout cela déclenche des maladies du métabolisme, des maladies du système immunitaire, asthme, allergies ou maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn ou la sclérose en plaques. Une santé altérée par nos réflexes hygiénistes, héritée justement de la découverte des bactéries et des microbes à la fin du XIXe siècle. Par peur du microbe, nous avons aseptisé notre environnement, nos modes de consommation,
nos traditions culinaires et donc notre tube digestif. Tout est lié, au point que notre flore protectrice ne fait plus son travail. Replonger dans ce précieux patrimoine microbien et intime, c'est ouvrir de nouvelles pistes pour la recherche médicale. L'altération du microbiote intestinal est mesurée chez 25% de la population mondiale. Donc la réparation du microbiote intestinal, c'est un problème sociétal. Le microbiote intestinal est effectivement un organe découvert il y a peu de temps finalement, qui est constitué d'environ 250 espèces bactériennes, mais surtout de 600 000 gènes. Et ce qu'on étudie justement, c'est l'impact de ces gènes en santé humaine. Notre objectif, c'est d'améliorer la survie des patients en oncologie, de limiter les complications, de limiter les maladies chroniques à terme, d'améliorer le profil métabolique du patient et donc la reprise de poids après des chimiothérapies. Ici, on a affaire à un patient qui a été diagnostiqué avec une leucémie et qui va recevoir des chimiothérapies qui vont altérer fortement le microbiote intestinal et également des antibiotiques qui rajoutent encore une couche d'altération. Son microbiote comporte beaucoup d'espèces, entre 200 et 250, ce qui correspond à un microbiote normal. Et ce patient va recevoir des chimiothérapies et des antibiothérapies. Après cette séquence chimio-antibio, on a une simplification du microbiote qui va jusqu'à l'extrême, puisque là, on n'a plus qu'une seule espèce bactérienne présente. Et avec notre médicament, on va venir reconstruire le microbiote intestinal du patient. Et là, on voit qu'on a restauré exactement le microbiote tel qu'il était au départ. En moyenne, on a reconstruit 95% de similarité par rapport au microbiote tel qu'il était au moment du diagnostic. En fonction des produits qu'on développe, les microbiotes viennent de dons d'individus, donc de dons de selles, dont on va extraire le microbiote fécal et ensuite on va assembler des microbiotes fécaux pour obtenir une composition. On a un produit, je dirais, produit par le corps humain et qui est un produit biologique. Donc on se différencie vraiment très fort des molécules chimiques, ça c'est le premier élément. Ensuite, il n'y a pas de réticence de la part des patients et ça c'est important de le signaler. Mais il y a vraiment une adoption des produits microbiotes, principalement de tout ce qui tourne autour du transfert de microbiote fécal, dans beaucoup de pathologies. Les freins qui restent à lever maintenant, c'est de convaincre les réglementaires d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'autorisation commerciale, puisque c'est une science assez nouvelle, ça devrait se débloquer. Il y a vraiment beaucoup d'espoir. Peut-être que ça va prendre des années, mais la science du microbiote, de ce point de vue-là, va beaucoup aider le mieux vieillir et le traitement d'un certain nombre de pathologies qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui. On s'est focalisé là sur le microbiote intestinal, mais il y a des microbiotes partout. Il y a des microbiotes dans un verre de lait, il y a des microbiotes dans une plante, il y a des microbiotes partout. Et chaque élément de ce microbiote, qui peut être un virus, qui peut être une bactérie, qui peut être un champignon, une levure, a un rôle à jouer en fait. Et tout ça en fait est un champ qui est en train d'émerger. Le point commun de tout ça, c'est justement ces moyens informatiques qui permettent de séquencer, de comprendre, rendre visible ce monde de l'invisible. Et le champ d'application est extrêmement large. Un concentré de vie et potentiellement un médicament naturel à portée de main puisqu'il est partout. La recherche scientifique commence à peine à mesurer l'immense potentiel de ce monde invisible que nous avons si longtemps combattu. Ce serait pourtant l'un de nos plus grands alliés pour recréer de la biodiversité. D'autant qu'il n'y a pas plus combatif, plus résistant et plus adaptable que le microbe. Les milieux qu'ont colonisés ces organismes les ont adaptés à des températures très froides, comme la surface de la glace, très chaudes, comme des geysers par exemple, ou encore des milieux extrêmement salés ou des milieux extrêmement acides. Pensez par exemple que la rouille, ce sont des bactéries qui sont en train de faire réagir le fer et l'oxygène de l'air pour tirer l'énergie qui leur permet de fabriquer des sucres. La rouille, c'est vivant. Des milliards d'années d'évolution ont permis aux microbes de s'adapter à des milieux très variés et qui nous paraissent aujourd'hui invivables. Jusqu'à plonger dans les entrailles de la Terre,
Sur ce terrain a priori hostile et minéral, la vie bactérienne est presque visible à l'œil nu. Il suffit de savoir regarder. Alors voilà, on est ici dans une galerie creusée par les Romains qui cherchaient des eaux chaudes, les Romains avaient bien les thermes. Dans cette galerie qui est creusée dans du granit, donc presque comme en Bretagne, on pourrait penser qu'il n'y a absolument pas de vie, à part quelques chauves-souris, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y aurait rien à manger. Et bien ce qu'on va voir, c'est qu'il y a, contrairement aux apparences, beaucoup de vie microbienne, des unicellulaires, des microbes, qui ont évidemment des rapailles de nu, mais comme ils sont colorés et qu'ils vivent très nombreux, on aura la chance de voir leurs colonies colorées. Alors, tout ce qui est coloré en rouge, en jaune et tout ça, c'est dû à des bactéries. Une bactérie, comme tous les êtres vivants, ça a besoin, entre guillemets, de se nourrir ou d'avoir de l'énergie. Dans une grotte, il n'y a rien à manger et il n'y a pas de lumière pour faire la photosynthèse. Comment vivent les bactéries? Ben, il y a une autre façon de produire de la nourriture ou de l'énergie que la lumière. C'est ce qu'on appelle la chimiosynthèse. Ce sont des réactions chimiques. Et ici, on va pouvoir voir 3 types de réactions chimiques qui permettent à des bactéries de tirer leur énergie et de croître et de multiplier. Alors si je m'avance un tout petit peu, en essayant de ne pas me cogner la tête, je vois que la paroi ici est pleine de petites aiguilles, plein de petites arborescences. C'est du sulfate de calcium. Quand on est arrivé ici, on a remarqué que ça sentait un peu l'œuf pourri, le soufre, l'hydrogène sulfuré. Eh bien, des bactéries prennent cet hydrogène sulfuré, l'oxydent avec l'oxygène de l'air, en tirent de l'énergie, et ça fait ces petites arborescences que l'on voit sur la paroi. On voit également des teintes jaune pâle, un peu comme une crème à la vanille. Là, c'est qu'il y a un tout petit peu de chrome dans les eaux qui coulent ici. L'oxydation du chrome donne de l'énergie, et des bactéries, d'autres évidemment, font ces petits dépôts jaunes. Et puis on voit un peu partout, en particulier dans la rigole qui sort de la source ici, là-bas on voit des traînées rouille foncée. Ces traînées rouille foncée, c'est du fer, de la rouille. Des bactéries ont oxydé ce fer soluble, l'ont transformé en fer rouille, et ça tire de l'énergie. Elles utilisent cette énergie pour croître et multiplier. Voilà, là, on sort de la grotte. Normalement, on serait venu il y a 2000 ans, on aurait été toujours dans la galerie romaine, mais il y a eu un tremblement de terre au Moyen-Âge et la galerie s'est effondrée. Ce qui fait que maintenant, la lumière arrive dans cette partie de la galerie romaine. Et donc, il y a une compétition entre les deux mécanismes possibles, la photosynthèse, puisqu'il y a de la lumière, et la chimiosynthèse, parce qu'il y a toujours de l'eau ferrugineuse et sulfureuse. Et si on regarde ici, par endroits, c'est tout rouge, rouille plutôt, parce qu'il y a tellement de fer dans l'eau que malgré la présence de lumière, pour certaines bactéries, elles poussent mieux que les bactéries photosynthétiques, et c'est pour ça que c'est tout rouille. À côté, à 1 cm ou 2, il n'y a pas d'eau qui coule, donc il y a moins de fer qui arrive, et la photosynthèse est plus rentable, plus efficace. Les bactéries photosynthétiques se mettent en place, et vous avez le vert émeraude, on va dire, des cyanobactéries. Donc une compétition entre deux mécanismes, la photosynthèse qui fait des couleurs vertes et la chimiosynthèse qui fait des couleurs rouilles. La lutte pour la vie ici. Donc vous voyez que des bactéries, il y en a partout. Si elles n'avaient pas ces couleurs ou ces manifestations cristallines, on ne les verrait pas. Ben, quand vous vous promenez en montagne, sur toutes les parois, il y en a partout. On est environné de milliards de bactéries partout, mais on ne les voit pas. On est dans un monde de bactéries et on l'ignore complètement. Pour entrevoir les mystérieuses étapes de notre évolution bactérienne, il ne faut pas hésiter à plonger plus profond encore. Aller chercher des réponses sous la surface des choses connues. Les volcans nous ont laissé tant de traces, tant de témoignages géologiques des origines, que nous n'avons pas fini de les interroger. On est ici en bateau sur le plus jeune des volcans d'Auvergne, qui n'a que, aux incertitudes de mesure près, que 6900 ans.
C'est un cratère volcanique, un cratère d'explosion, qui a fait ce trou de 92 mètres de profondeur et 700 mètres de diamètre. Ce trou s'est progressivement rempli d'eau et ça, on aurait pu rester là. Le problème, qui n'est pas un problème, c'est pour ça qu'on est venu, c'est que les eaux du fond ne se mélangent pas aux eaux de surface. Dans un lac ordinaire, les eaux du fond se mélangent avec les eaux de surface à chaque intersaison. Celui-là, parce que la géométrie, parce que les eaux du fond sont riches en CO2 et en matière organique, ça ne se mélange pas. Et les 30 derniers mètres sont totalement isolés du reste du monde et donc il se développe des bactéries extraordinaires. Oui, alors c'est pas vraiment complètement isolé. Oui, Le fond n'est pas complètement isolé de la surface, mais il est vrai qu'on mélange que les 60 premiers mètres, donc on apporte de l'oxygène que dans les 60 premiers mètres. Et entre 60 et 92 mètres, la profondeur maximale, on n'a pas ce processus de mélange. Et donc on a une zone qui est privée d'oxygène en permanence et qui permet quand même le développement d'une vie foisonnante, avec dans une petite goutte d'eau à peu près 10 millions de micro-organismes qui se développent, bien plus en fait que dans la zone supérieure. Et ces conditions-là, c'est les conditions qu'on trouvait dans les océans il y a très très longtemps, c'est-à-dire au moment de l'apparition de la vie sur Terre. Cette zone profonde fait que le lac Pavin, en tout cas la zone profonde du lac Pavin, est ce qu'on appelle un analogue des océans primitifs. Et les océans actuels ne correspondent plus du tout à ces caractéristiques. Et donc quand on veut étudier des processus très anciens, à l'origine de la vie, cette zone peut permettre d'étudier des choses qui ont trait à ce type de recherche. Donc on va descendre la bouteille ouverte dans les zones profondes du Pavin, donc en dessous de 60 mètres. Donc lorsqu'on arrive à la profondeur désirée, eh bien on va lancer ce petit messager, c'est un poids qui va venir appuyer sur un petit piston sur la bouteille et d'emprisonner l'eau de la profondeur voulue. Pour arriver au bout. C'est bon? Tu fais une brassée de 30 et je te remplace. Donc là, on va avoir quelques litres. Donc dans la bouteille, on aura plusieurs milliards de cellules. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de gaz qui s'échappent. On va trouver par exemple du CO2, du dioxyde de carbone, on va trouver du méthane, on va trouver de l'azote et puis on va trouver un petit peu d'hydrogène sulfuré. C'est ce qui donne d'ailleurs l'odeur d'œuf pourri un petit peu à l'eau. Et ce méthane en particulier, il n'y a qu'un groupe de micro-organismes qui est capable de le produire, ce sont les archées méthanogènes. Et très probablement que ces archées méthanogènes ont été un des premiers groupes d'organismes à avoir une activité sur la Terre primitive. Dans la zone profonde du Pavin, il fait une température de 4 degrés, l'ordre de grandeur de température d'un frigo. Il n'y a pas d'oxygène. Et donc, dans ces conditions complètement incompatibles pour les animaux ou d'autres organismes vivants, ne se développent que des micro-organismes qu'on peut donc qualifier d'extrémophiles par rapport à nous. Mais par contre, ces micro-organismes sont capables de faire des choses qui peuvent servir à plein d'applications, que ce soit des applications dans les biotechnologies ou dans les industries, que ce soit des applications cosmétiques, en pharmacologie, dans l'alimentaire. Et on va donc pouvoir utiliser un certain nombre de produits à haute valeur ajoutée qu'on ne pourrait produire sinon que par de la chimie de synthèse. À l'heure actuelle, ce qui est incroyable, c'est que ces micro-organismes sont encore un large champ de découverte. C'est probablement une des plus grosses boîtes noires de la recherche, où on n'a encore qu'une toute petite idée de leur potentialité. On peut chercher à la fois les origines de la vie, essayer de comprendre les mécanismes qui ont permis l'apparition de la vie, et d'un autre côté, avoir des applications qui sont très actuelles dans des industries de pointe ou dans des biotechnologies. Il y a quelque chose de magique chez nos amis les microbes qui nous renvoie aux origines du monde vivant, tout en nous offrant des solutions pour réparer, anticiper, repeupler des écosystèmes abîmés ou appauvris. Une solution d'avenir puisée dans la nuit des temps. Ce n'est pas de la science-fiction, juste de la biologie intelligente.
Donc ici, on est dans notre laboratoire de microbiologie. C'est ici qu'on fait les cultures dans les conditions des environnements extrêmes d'où ont été extraits les organismes. Donc par exemple, ici, on va avoir une étuve éclairée qui est réglée à 29 degrés. Et donc dans ces conditions-là, on essaie de faire pousser notamment des organismes photosynthétiques, comme ce que vous voyez ici en vert. Mais on va aussi essayer de cultiver d'autres types d'organismes qui poussent en absence d'oxygène. On a aussi d'autres types d'environnements qui sont reproduits ici. Donc on va avoir des étuves qui vont aller de température allant de 70 degrés jusqu'à 105 degrés. On travaille aussi sous pression hydrostatique, donc on va monter jusqu'à 1500 bars, 1500 fois la pression atmosphérique, et on peut monter en température jusqu'à 250 degrés. Donc les limites actuelles de la vie, elles sont à 122 degrés et à peu près 1 millier de fois la pression atmosphérique. Et donc on peut largement dépasser ces conditions maximales de la vie. À partir du moment où on a prélevé l'échantillon, donc si on a de la chance, on arrive à cultiver des organismes et on va pouvoir les étudier sur toutes les coutures. Ça nous permet de comprendre comment ils fonctionnent. Donc ça, c'est notre travail ici au laboratoire. Le potentiel des extrémophiles en termes de biotechnologie, il est très bien illustré par la crise du Covid. Personne parmi nous n'a pu échapper à faire un test PCR. Et l'enzyme qu'on utilise pour faire ces tests PCR, c'est une extrémozyme, c'est-à-dire une enzyme extraite d'un extrémophile. Donc ces applications, dans ce que nous faisons ici au laboratoire, sont plutôt des applications de captation des métaux. Donc on peut penser par exemple à tout ce qui est métaux présents dans l'industrie électronique. Donc on a de l'or, on a beaucoup de métaux comme ça, et donc éviter de les relarguer et pouvoir les recycler est une application sur le long terme qui serait importante. Donc on a un potentiel biotechnologique qui est vraiment très important avec ces organismes-là, parce qu'ils permettent de faire des réactions nouvelles, plus faciles que ce que ferait la chimie. Donc on va tendre vers une biotechnologie verte. On a très peu de ces organismes-là en culture. Il y en a une grosse partie qu'on ne peut pas cultiver. Donc ça, c'est aussi un autre pan de recherche qui permettra un jour peut-être d'accéder à de nouvelles applications biotechnologiques ou à révolutionner la façon dont on imagine la vie sur Terre. Les microbes au chevet de l'humanité, quelle ironie! Il faut bien le reconnaître, nous étions loin d'imaginer à quel point ce monde minuscule, fait de bactéries, de virus, de champignons aux aspects quelquefois rebutants, nous était vital. Il l'est encore plus aujourd'hui que nous avons trop longtemps voulu l'éradiquer. Heureusement pour nous, les microbes ont su résister. Heureusement pour eux, il existe encore des endroits où les êtres humains n'aiment pas ou ne peuvent pas vivre et qu'ils ont investi depuis des millénaires pour se reproduire. Ce sont les laboratoires de demain. À nous de mieux les traiter, avec considération et pourquoi pas, avec gratitude. Les microbes ont façonné la Terre. Leur évolution, qui a commencé bien avant celle des grands organismes, a construit l'atmosphère. Et ils ont fait le climat tel qu'il existait avant que l'homme n'occupe la Terre. Ils ont aussi contribué à altérer les roches et à en libérer la fertilité. Au total, ils ont fait le monde où nous sommes, et ils nous ont fait parce que finalement, nos ancêtres étaient des microbes. Quand nos ancêtres multicellulaires massifs sont apparus, eh bien les microbes les ont colonisés sous forme de microbiotes et ils les habitent et ils les construisent aujourd'hui. On a cette possibilité de récupérer des milliards d'années d'évolution et d'optimisation de mécanismes en allant chercher ce que les microbes savent faire. Demain, nous avons encore beaucoup de choses à en apprendre et nous devons d'abord conserver cette biodiversité pour nos enfants et nous devons surtout continuer la recherche. Il y a là la promesse d'améliorer le sort de l'humanité grâce à des microbes.